Bonjour pour cette 15e édition du prix Russophonie qui est un peu particulière. On a connu beaucoup de choses différentes en 15 ans, mais là c'est un peu un inédit. D'abord, nous allons remettre le prix pour 2 années, 2021 et 2022. Et ensuite, parce que nous sommes dans ces conditions sanitaires que tout le monde connaît. Donc, cette année, pour le prix Russophonie, nous avons, comme d'habitude, 5 finalistes par ordre alphabétique. Ces finalistes sont Yves Gauthier, qui arbore ce magnifique masque en hommage à son héros. Yves Gauthier a été sélectionné comme finaliste pour la traduction de Derzo Zala de Arséniev, qui est paru chez Transboréal. Notre deuxième finaliste est Marianne Gour-Antousevich, qui a traduit La route d'hiver de Józefowicz, publiée par Noir sur Blanc. Ensuite, nous aurons également Maud Mabillard, toujours chez Noir sur Blanc, pour la traduction du manteau à martingale de Chichkine. Chichkine que nous attendons d'ailleurs. Ensuite, Véronique Pat a aussi été retenue parmi nos finalistes pour les aventures d'un sous-locataire de Yuri Bouda chez Gallimard. Et enfin, le dernier, c'est André Viru, qui a été sélectionné pour le visiteur de marbre et autres œuvres théâtrales de Pouchkine, sorties chez Vendémiaire. Voilà. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui de présenter ce qu'on ne fait pas toujours aussi bien ou avec moins de temps, de présenter tous ces ouvrages et le travail des traducteurs. Et donc, je vais tout de suite, c'est parce qu'il y a un duplex avec la Sibérie et donc il y a un décalage horaire. Donc, on commence avec Yves Gauthier, qui accueille Irène Sokologorski et qui va nous parler de son travail sur Derzo Zala. Voilà. À vous. Dans le modèle, ça marche. Bon, ben, partez pas. Bon, écoutez, avant de commencer la présentation de cet ouvrage, de l'excellente traduction, l'excellent travail de Gauthier, je voudrais dire 2 mots pour remercier et féliciter Christine Mestre, qui est directrice, ou je ne sais pas, présidente du jury, qui a tenu à ce que cette séance se tienne, parce qu'effectivement, ça fait 2 ans qu'on n'aurait pas attribué le prix. Et bon, elle a beaucoup de mérite à avoir insisté auprès de nous tous, en rencontrant pas mal de réticences. On est heureux tout de même aujourd'hui que cette séance se tienne et qu'on attribue un prix. Et pour une fois n'est pas coutume, c'est important peut-être de rappeler que c'est le 15e anniversaire de ce prix Russophonie qui a été, donc il y a 15 ans, initié justement par Christine Mestre. Voilà, donc je voudrais la remercier et la féliciter. Je remercie aussi l'équipe de France Oral qui, dans les conditions Bon, je voudrais aussi remercier l'équipe de France Oral qui, dans ces conditions extrêmement difficiles, techniquement, sanitairement, enfin bon, a réussi tout de même à faire que cette séance se tienne. Nous sommes heureux d'être tous ensemble et nous allons un petit peu parler de littérature. Alors là, j'ai le grand honneur de présenter la traduction d'Yves Gauthier du Derso Zala. Alors, Derso Zala est un ouvrage dont il a été tellement question dans la presse que je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà une connaissance, donc je vais rapidement rappeler qu'il s'agit d'un livre de Arseniev, un officier explorateur russe qui donc a souhaité, a préféré aux capitales, aux différentes grades qu'il aurait pu avoir, devenir l'explorateur de l'extrême nord, l'extrême est de la Russie, où il y avait des terres absolument inconnues. Il a conduit, autant que je me souviens, enfin, Gauthier le corrigera, près de plus de 15 explorations, écrit un certain nombre de comptes rendus scientifiques et plusieurs ouvrages aussi, un peu plus romancés. Mais son œuvre majeure, c'est Derso Zala. Alors, Derso Zala relate trois explorations d'Arseniev. Et lors de la première exploration, il a rencontré quelqu'un qui s'appelait un chasseur trappeur Derso Zala, qui est devenu son guide dans les explorations suivantes.
Alors, cet ouvrage a été donc publié en 21, je crois, quelque chose comme ça, en 1921, intégralement. Bon, il a eu pas mal de succès. Et après-guerre, il a été republié un très grand nombre de fois, mais très solidement expurgé. On pourra peut-être, si on a le temps, demander à Yves Gauthier, qui a bien suivi ça, en quoi consistait cette censure qui avait pratiquement enlevé un tiers du livre. Il y en avait au moins un tiers qui avait disparu. Alors, il y a eu beaucoup de succès en ce livre, mais une traduction plus complète a été rééditée assez récemment, et c'est cette traduction complète qu'a présentée Yves Gauthier. Je pense qu'il a beaucoup travaillé pour rassembler ces documents, et là, je pense qu'il a eu un partenaire, je pense qu'on va pouvoir nous le montrer, quelqu'un d'Irkoutsk, non, de Vladivostok, quelqu'un qui s'appelle Amir Hissamodirov, qui, je crois, a aidé Yves Gauthier à reconstituer la totalité de l'ouvrage. Et c'est cette totalité qui a été traduite. Bon, je passe un peu la parole à Yves Gauthier sur ce sujet, la façon dont ont été rassemblés les différents, d'abord dispersés, puis rassemblés les différentes parties de cet ouvrage. Merci Irène, bonjour à tous. Un grand plaisir de faire renaître ce livre qui a une histoire difficile. Il est paru il y a 100 ans tout juste, un premier volume, le volume de 2 ans après, et ensuite plus rien avant 2007. Quelques années plus tard, 1926, paraît ce qu'on pourrait appeler une édition digest, une édition abrégée aux 2/3. Et cette édition de 1926, elle va vivre en français à la fin des années 30 par la traduction du prince Wolkonski, Pierre Wolkonski, Payot 1939. Et cette traduction va faire des petits, sous différentes formes, différentes publications, différentes éditions, le plus souvent en poche. En 1975, un grand cinéaste, Akira Kurosawa, fera renaître cette histoire d'une façon réussie, magnifique, un succès mondial qui va donner un deuxième souffle au livre, mais dans sa version abrégée. Il a existé néanmoins dans les années soviétiques des éditions considérées comme académiques et considérées comme intégrales. Mais intégrales, elles ne l'étaient pas tout à fait. Les ciseaux de la censure avaient travaillé pendant toutes ces années-là. À Vladivostok, en 2007, un éditeur, Rubež, appuyé par la Société d'études de la région de l'Amour, a fait un travail remarquable de restauration, de reconstitution, et Amir Hissamoudinov, à qui nous allons donner la parole, de Vladivostok, fait partie de ces savants de l'Extrême-Orient russe qui ont consacré leur œuvre de recherche au legs littéraire et à la biographie de Vladimir Arseniev, grâce leur soit rendu. Amir, merci. Il existe à Vladivostok un fonds d'archives qui, d'une façon inexpliquée et injuste, n'est pas exploité dans la mesure qu'il le mérite. Et grâce à Amir, Transboréal, l'éditeur de ma traduction, a pu profiter d'une part notable de ces archives. Je pense qu'avant d'en dire plus, il serait bien, c'est justice, de donner la parole à Amir, parce que là-bas, il est 11h du soir, et c'est la voix de Vladivostok, c'est la voix d'Arseniev, toute une vie consacrée, dédiée à l'œuvre et à la vie d'Arseniev.
Est-ce qu'il est en ligne? C'est bon. Ina, vous pouvez résumer ce que Yves a dit pour cette... Avec votre permission. Avec votre permission, je résume en russe ce qui vient d'être dit. Слушайте, я сейчас коротенько переведу то, что Ив здесь сказал. Говорили о Денису Зоне, о творчестве Арсеньева, о том, что Денис Зоне в советское время появлялся с огромными купюрами, что долго не хотели издавать, потом издали с большой, так скажем, цензурой, практически 2/3 было порезано, и что только в 2007 году издали полный труд Денису Зоне с помощью исследователей Приморской области, и что ваша роль в этом издании и в том переводе, который сделал Ив, огромна, поскольку вы, как и другие исследователи, помогавшие с этим созданием этой книги, посвятили практически всю свою жизнь исследованиям и походам Арсеньева и его творчеству, его литературному наследию. И благодаря вам у издательства «Транспариал» был доступ в архивы, в которые практически невозможно получить доступ. И благодаря вам появилась эта книга. И вот хотелось бы, чтобы вы мне сказали пару слов. Ну, прежде всего, большое спасибо. Включите микрофон. Надо включить микрофон внизу. У меня микрофон включен. У меня микрофон включен. Внизу такая штучка, там микрофон. У меня, я говорю, микрофон включен. Мы вас не слышим. Так на это слышали. У меня он включен, я не знаю, почему у вас. До этого я все слышал. Сейчас включен. Еще раз. Сейчас слышно? Сейчас хорошо слышно, спасибо. Ну, прежде всего, большое спасибо. Я очень рад всех приветствовать из Владивостока. И это большое расстояние. И тем более, что в этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения Арсеньева. 150 lет – это большая круглая цифра. Tout d'abord, bonjour, je suis très content de pouvoir saluer tout le monde depuis Vladivostok à une telle grande distance, surtout parce que cette année, on fête 150 ans d'Arsenyev, donc depuis son naissance, et 150 ans, c'est quand même un grand nombre. Прежде всего, в этом проекте, в переводе книги, меня заинтересовал переводчик Ив Готье, потому что переводчик, я считаю, любой переводчик, разговаривает с автором книги и спрашивает у него те или иные слова, как перевести на другой язык. Tout d'abord, donc dans ce projet, dans cette traduction de Dershowitz, j'ai été intéressée par le traducteur, parce que le traducteur, quel qu'il soit, il parle à l'auteur du livre, il lui demande comment traduire tel ou tel mot dans une autre langue. И личность переводчика – это всегда синоним, я считаю, они близки с биографами. Биографы, которые изучают этого человека. Переводчик разговаривает с произведением, а биограф разговаривает с автором этой книги. Donc, la personnalité du traducteur est très importante parce que on peut dire que sur beaucoup de cultures, c'est que le traducteur est synonymique au biographe, le biographe qui étudie la vie de l'auteur, tandis que le biographe, donc, il étudie la personnalité de l'auteur, le traducteur parle à ses œuvres, à son texte. И я должен признаться, что известный фильм Акиры Куросава «Дерсу-Зала» мне очень не понравился, потому что я увидел, что Куросава не понимает, что такое Дерсу-Зала, и не понимает, что такое уссурийская тайга.
Je voudrais dire que je n'ai pas du tout aimé le film du fameux cinéaste Akira Kurosawa, parce que j'ai vu que Kurosawa ne comprenait pas vraiment ce que c'était que Dorsu Uzala, il ne comprenait pas vraiment ce que c'était que la taiga de Suri. И это я мог бы дать на примере перевода, потому что Ив Готье столкнулся с тем, как переводить речь Дерсу Зала на французский язык. И он говорит, что в других переводах Дерсу Зала говорил как образованный француз. И так же, как Куросава представил Дерсу Зала, я бы сказал, салонным проводником, который как будто бы пришел из какого-то кабинета. C'est souvent tout d'abord dans la traduction, quand il s'agissait de traduire en français les paroles de discours de Dorsu Uzala, il a dit que dans d'autres traductions, Dorsu Uzala parlait comme un français bien éduqué. Et c'était la même chose dans le film de Kurosawa, parce que je l'ai dit que Dorsu Uzala était représenté comme un guide de salon, comme quelqu'un qui vient d'un bureau et qui commence à joli bureau. И для меня роль Арсеньева, роль человека, который написал эту книгу, это живой человек, с которым я разговариваю с ним почти каждый день, читая его произведения. И для меня он человек, который живет рядом. Вот он сидит рядом с вами, рядом со мной и смотрит, как действительно, что происходит с природой, что происходит с людьми, которые живут в этой природе. Et pour moi, Arsenal, c'est avant tout une personne vivante, quelqu'un à qui je parle tous les jours en lisant ses textes. C'est quelqu'un qui vit, qui est présent à mes côtés, comme s'il s'asseyait à côté de vous, à côté de moi, et qui observait la nature, qui essayait de comprendre ce qui se passe dans la nature. С точки зрения писателя Арсеньева, Дерсу Зала – это литературный образ природы и человека, который живет в этой природе. Et du point de vue de l'écrivain Arsenyev, Dorsu Uzala, c'est, on peut dire, un image de la nature. La nature, enfin, et la personne qui vit dans cette nature. Ну и с этой точки зрения, если вы приедете сегодня в Уссурийскую тайгу, вы не увидите той тайги, которая была во время путешествия экспедиции Дерсу Зала. Это относится и к лесам, это относится и к природе, это относится и к коренным народам, как гольды, удыгейцы. Они уже представляют собой экспонаты для туристов, которые приезжают туда, поесть удыгейскую еду, купить какие-то сувениры. То есть этого уже нет. Il faut dire que si aujourd'hui vous venez dans la taïga de Suri, vous ne verrez pas la même taïga qui était là-bas à l'époque des explorations de Dorsu Uzala. Cela concerne aussi bien les forêts que cela concerne les peuples autochtones, les Goldes, les Odégués. Aujourd'hui, ces peuples diminuent et ils ne sont plus au fond que l'attraction pour les touristes qui viennent là-bas pour manger local et pour prendre en photo des Odégués. И поэтому, как всякое произведение, как, наверное, любое произведение, нужно читать между строками. То есть не то прямо, как мы читаем, действие, которое происходит, а то, что человек предполагает. Его стиль, его описание жизни и его мысли. И вот когда я читаю, потому что, с одной стороны, у меня есть дневник, оригинал Дерсу Зала, экспедиции, во время которой был Арсеньев. И в то же время я читаю книгу. И я совмещаю эти два понятия вместе, чтобы узнать, а что происходит сегодня. Pour moi, il
ne suffit pas de lire le texte du livre, il faut aussi lire entre les lignes. Il faut s'imaginer ce que la personne a le tête supposée, quelles étaient ses idées, ses pensées. Et moi, par exemple, j'essaie de le faire en lisant en même temps Dersouzala et le journal de l'expédition d'Arsenyev qu'il menait à l'époque. Je le fais pour essayer de comprendre. И когда я читаю между строк, вот я хотел бы вам, как переводчик, который говорит от имени Арсеньева, рассказать о его жизни. Жизнь действительно была непростой, и он успел вовремя умереть в 1930 году. Et quand je lis entre les lignes, j'ai envie de vous parler, comme le traducteur d'Arsenyev, j'ai envie de vous parler de sa vie qui n'était pas simple. Il est mort à temps, il a eu le temps de mourir en 1930. И я должен сказать, что произведение в последующем, когда печаталось, очень большую роль сыграла жена Арсеньева, Маргарита, которая являлась наполовину француженкой. Она родилась во французской семье в Швейцарии. И вот она оказала очень большую помощь в издании, в современном издании Дерсу-Зала, который мы с вами сейчас читаем. Il faut dire que un très grand rôle dans l'édition de Dersouzala a été joué par la femme d'Arsenyev, Marguerite, la femme moitié française parce qu'elle est née dans une famille française en Suisse, et c'est elle qui a aidé, qui a beaucoup aidé à la préparation de la publication de 2007, celle que nous pouvons lire aujourd'hui. Bon, excusez-moi, je voudrais remercier Amir Samoudir de son intervention, des choses intéressantes qu'il nous relate. Je pense qu'on pourrait passer avec lui toute la journée pour parler avec beaucoup d'intérêt de l'ouvrage, de la traduction d'Arsenyev et de Dersouzala. Mais je voudrais quand même, malheureusement, on a beaucoup d'autres livres à présenter, et je voudrais quand même dire en deux mots que Dersouzala, ça ne se lit pas comme un roman de la première page à la dernière. Ça se lit en ouvrant une page, en ouvrant au hasard, et on a une nature, des aventures, on a des personnages. Voilà, je vous conseille plutôt une lecture de cet ordre-là. Alors, une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, si vous voulez, bien sûr, on a parlé beaucoup de Dersouzala. Dersouzala est certainement un personnage en couleur intéressant. On a intérêt, enfin, c'est passionnant de suivre sa connaissance de la nature et d'adhérer un petit peu. Mais je crois que le plus intéressant dans le roman, je ne sais pas ce que dira Gauthier, c'est l'espèce de remède de l'amitié entre deux personnages que rien ne rapprochait au départ, très différents, une amitié improbable, mais une amitié absolument sérieuse et forte. Et surtout, alors bon, c'est quelques conseils de lecture que j'aurais aimé approfondir, mais on n'a pas tellement le temps. Mais surtout, il s'agit d'un prêt de traduction, donc je voudrais parler de la traduction de Gauthier, qui est une traduction qui n'a à aucun moment, qui ne donne à aucun moment le sentiment d'une traduction. Yves Gauthier, j'aurais pu l'entendre parler plus longuement, on ne va pas pouvoir le faire, mais Yves Gauthier est certes un excellent traducteur, mais il est peut-être avant tout un écrivain. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la Russie, et je pense qu'il s'est passionné pour ce livre-là, et son Dersouzala, enfin ce que vous avez devant vous, est une œuvre écrite en français. Je crois certes c'est une traduction, mais moi je pense que ce petit personnage de Dersou et cette amitié improbable entre ces deux figures apparaît donc à la fois dans ce roman, mais comme une œuvre vraiment spontanée, magnifiquement écrite. Alors je voudrais un petit peu juste passer une seconde la parole à Yves Gauthier pour qu'il nous parle un petit peu de la façon dont il a aimé ce livre, pourquoi il l'a traduit, comment il l'a choisi. On n'a pas tellement de temps, mais je pense qu'on peut le dire. J'ai traduit ce livre pour réparer une injustice, un livre qui a souffert de ses coupures,
un livre qui saignait. Il saignait de ses coupures. Et donc, je me suis mis à ce travail pour réparer cette injustice. Un livre qui a vécu une histoire dramatique. Amir nous parlait à l'instant de la femme de Vladimir Arseniev, Margarita à moitié française, qui a consacré, une fois Arseniev mort, le reste de sa vie, elle a été fusillée en 1938, à sauver l'œuvre de son mari. Et elle a été fusillée pour ça. Donc il y avait, on veut employer les grands mots, mais on ne peut pas parler de ces grandes choses avec des petits mots. Il y avait un devoir de réparation. Et puis, c'est un livre immense. On peut le lire comme un western sibérien, comme un livre d'aventure. On peut le lire comme un ouvrage historique. On peut le lire comme un texte de nature writing, comme un livre de botanique, comme un livre de géologie, comme un livre d'ethnographie, comme un livre de folklore, comme un livre de paysagiste. Il y a plusieurs étages à ce livre. Et puis surtout, Irène le disait à l'instant d'une façon convaincante, c'est l'histoire d'un humaniste et d'un animiste. C'est une histoire d'amitié et elle a cette dimension émouvante, cette dimension universelle. C'est mieux que les copains d'abord de Brassens. C'est mieux que Montaigne et la Boétie, parce que Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, ils étaient l'un comme l'autre. Alors que Arseniev et Dirsou, c'est l'Européen et les chasseurs animistes des premiers matins du monde. Donc, c'est une amitié impossible. C'est une amitié sublime, une amitié sublimée, une amitié idéalisée, parce que il en est de l'amitié chez Arseniev, comme de l'amour chez tous les autres. Il n'y a pas d'amitié sans idéalisation. Et c'est l'ami idéal. C'est un livre immense. Et c'est un livre mystérieux aussi. Comme mystérieuse est la personnalité d'Arseniev. On n'a jamais fini d'aller au bout du mystère. Quel bonhomme! Juste deux mots pour dire, lisez ce livre avec tout ce qui vient de vous être dit, mais ajoutez le fait qu'il est magnifiquement écrit, je vous dis bien, écrit par Yves Gauthier. Merci. Bien. Merci également à Monsieur Khisamudov de Novosibirsk ou de Khabarovsk, je ne sais pas. Vladivostok, voilà. Merci infiniment.